Ce livre m'a complètement anéanti. Ah oui, Vraiment. C'est Open, l'autobiographie d'André Agassi. Et on va faire une analyse, on va plonger dans la psychologie d'un type qui, au sommet de sa gloire, se détestait. profondément. C'est déroutant. Le personnage central, c'est Agassi, et on plonge direct au cœur de sa crise. C'est ça. C'est l'histoire d'un des plus grands champions de l'histoire qui, en fait, haïssait son sport. Plus que tout. On a peine à y croire, n'est-ce pas? Et tout ça sous la pression d'une image publique. Qui était sa fortune, mais aussi sa prison. L'une des premières choses qui frappe, c'est ce paradoxe. Il est incroyable. Complètement. Agassi, l'icône rebelle des années 90. Celui qui a brisé tous les codes. D'un sport super bourgeois en plus. Exactement. Et en réalité, il vivait dans la peur. L'anecdote sur sa perruque avant la finale de Roland-Garros est juste. Hallucinante. La veille du match, son postiche se désintègre sous la douche. C'est ça, la panique totale. Et sa plus grande angoisse, c'est pas de perdre, c'est que sa perruque tombe en plein match. C'est fou quand on y pense. L'image, c'était littéralement tout. Mais c'était une image fabriquée. Et ce qui est fascinant, c'est que cette perruque, elle devient la métaphore de toute sa carrière à ce moment-là. Ah oui, bien vu. C'est pas seulement une question de cacher une calvitie. Il s'agit de maintenir une façade, une marque qui a été construite par des sponsors. Le fameux slogan. Image is everything. L'image est tout. Et il dit que ce n'était pas sa confession, mais sa condamnation. C'est fort. Il se sentait piégé par cette image qu'il n'avait pas vraiment choisie. Et ça a nourri un ressentiment immense. Et ce ressentiment, il est dirigé contre quoi? La source de tout. Le tennis. Ben oui. Il l'écrit noir sur blanc, c'est une phrase terrible. Je hais le tennis, je l'ai toujours haï de tout mon cœur, avec une passion sombre et secrète. C'est d'une violence. Cette haine, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été forgée dans son enfance par son père Mike, Un homme obsessionnel. et qui l'a poussé à l'écluisement. Le père, c'est vraiment la figure clé pour comprendre la psychologie d'Agassi. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il avait installé dans leur jardin une machine lance-balles, modifiée en plus, Modifié comment? pour qu'elle tire plus fort, plus vite. Il l'a surnommé le dragon. Le dragon? Et ce dragon crachait 2500 balles par jour sur le jeune André. 2500 balles par jour. Tous les jours. Le père croyait aux mathématiques. C'était sa logique. C'est-à-dire Un enfant qui frappe près d'1 million de balles par an deviendra imbattable. mathématiquement. Voilà. Mais en faisant ça, il a transformé le sport en une prison. C'était un travail forcé. Il a vidé le jeu de toute passion, de tout plaisir. Et cette absence de passion, du coup, ça le mène à sa chute. Directement. En 1997, il tombe à la 141e place mondiale. Son mariage avec Brooke Shields, Bas de l'aile. Complètement. c'est là qu'il touche le fond. Et il fait cette confession explosive. Il a pris du cristal meth. Le passage est très, très cru. Il le décrit comment? Il raconte que son assistant, Slim, lui en propose. Agassi accepte. Presque sans réfléchir. Et les faits? Il décrit une vague d'euphorie qui balaye toutes ses pensées négatives, d'un coup. Et après, Après, il y a cette envie frénétique de nettoyer toute sa maison. Il ne dort pas pendant 2 jours. c'est une fuite en fait. C'est plus que ça. Si on regarde la situation dans son ensemble, la drogue n'est pas le problème initial. C'est un symptôme. Exactement. C'est une solution désespérée à un mal-être qui est beaucoup plus profond. C'est une tentative d'évasion, un exutoire pour fuir la pression, la haine de son métier, le sentiment de vide. Une blessure invisible, il dit ça. Oui, et c'est bien plus pernicieux qu'une blessure physique, parce que personne ne la voit. Le monde ne voit que le champion, Et le tennis lui-même est décrit comme un sport. incroyablement solitaire. Absolument. Il utilise une comparaison qui est puissante. Laquelle? De tous les jeux, le tennis est le plus proche de l'isolement cellulaire. C'est glaçant. Il explique que même les boxeurs, qui sont seuls sur le ring, ils ont leur entraîneur dans leur coin entre les rounds. Quelqu'un à qui parler, ouais. Au tennis, on est sur une île, interdit de parler à qui que ce soit. On est seul, Cette solitude, elle exacerbe le dialogue intérieur, les doutes, la haine de soi. c'est ça. Et cette solitude, c'est le terreau de sa dépression. Il n'a personne à qui se confier. Alors qu'il est censé incarner la force mentale. Exactement, mais à l'intérieur, il s'effondre. Il n'y a pas d'équipe pour le soutenir, pas de coéquipier pour masquer une mauvaise journée. Chaque défaite est personnelle. Et chaque victoire est un soulagement, mais un soulagement éphémère. Il dit une chose terrible, Oui, qu'une victoire ne procure jamais un bien-être aussi intense que le mal-être provoqué par une défaite. c'est une logique de survie, pas de plaisir. On joue pour ne pas perdre, pas pour gagner. Et pourtant, il va connaître une seconde carrière. Encore plus brillante que la première. Le livre raconte cette reconstruction, mais ce n'est pas une histoire simple de rédemption, quoi. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Il y a cette phrase incroyable dans le livre. Je crois savoir de laquelle vous parlez.
Ce que tu ressens n'a pas d'importance au final. C'est ce que tu fais qui fait de toi quelqu'un de courageux. C'est la clé de tout son retour. Il apprend à choisir sa vie, même la vie qu'il a toujours détestée. Et ça soulève une question qui est essentielle, sur le libre arbitre. Comment on fait? Comment un homme qui a été programmé depuis l'enfance, qui n'a jamais choisi sa voie, peut soudainement reprendre le contrôle? Et le livre répond à ça. Le récit explore comment, en acceptant sa réalité au lieu de la fuir, il commence à trouver un sens. Donc il n'apprend pas à aimer le tennis, entre guillemets. Non. Il ne s'agit pas d'apprendre à aimer le tennis, il s'agit d'apprendre à vivre avec, et de trouver un but au-delà des victoires. Mais l'histoire a une zone d'ombre. Une zone qui reste en suspens. Ah oui, la plus grosse. Après avoir été testé positif au Crystal Met, l'ATP a reçu son test. Sa carrière aurait dû s'arrêter. Net, c'était fini. Pourtant, il a continué à jouer. Il a menti. Il a écrit une lettre à l'ATP. Une lettre remplie de mensonges pour sauver sa peau. Et ça a marché. Incroyablement, ça a marché. La question qui tue, c'est Que contenait cette lettre? voilà, comment un mensonge a-t-il pu non seulement le sauver, mais aussi devenir le point de départ de sa véritable reconstruction? Pour connaître les mots exacts qui ont changé son destin. Il faut lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.